Depuis une vingtaine d'années, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, le CRILC, organise une série de rencontres annuelles avec des acteurs et actrices des milieux culturels du Québec. Ces entretiens, qui prennent la forme de balados depuis 2017, sont animés par des chercheurs et chercheuses qui mettent en dialogue les œuvres, les pratiques et les savoirs. Connu jusqu'en 2025 sous le nom Rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC, le projet s'intitule désormais Les Voix de la création pour marquer la vocation interdisciplinaire du centre. C'est dans cet esprit que l'édition 2026 des Voix de la création met en lumière les pratiques pop. Encore souvent réduite à sa rentabilité suspecte ou à une apparente simplicité, la culture populaire gagne à être éclairée à partir de ses spécificités propres et à même les différents usages qui la font exister. Cette série permet de plonger dans la culture populaire à partir de perspectives diverses et ancrées dans les pratiques. Elle se déploie en 4 rencontres où s'entrelacent les regards de chercheurs et chercheuses et les expériences de créateurs et créatrices et de praticiens et praticiennes œuvrant dans des disciplines variées, de la littérature à la muséologie, en passant par la musique et la balado-diffusion. La troisième discussion de la série est consacrée à l'écriture fictionnelle de genre et aux spécificités propres aux différents médias. Maître de l'horreur et du suspense, Patrick Sénécal est une figure incontournable du paysage littéraire québécois. S'il est principalement reconnu pour sa prolifique carrière de romancier, il s'est également adonné à la scénarisation de films et plus récemment de balados avec Écho en 2021 et De Glace en 2023. Né à Drummondville en 1967, Patrick Sénécal a toujours eu une certaine fascination pour le côté sombre de l'être humain. Il publie pour la première fois en 1994, mais c'est son roman Sur le seuil qui le fera connaître en 1998. Depuis, il fait frissonner à chaque parution un nombre grandissant de lecteurs et lectrices de tous les âges qui le propulsent parmi les meilleurs vendeurs de livres au Québec. Il a par ailleurs écrit les scénarios des adaptations cinématographiques de 3 de ses romans, 51-50 rue des Ormes, Sur le seuil et Les 7 jours du Talion, devenus des films à succès. Il réalise aussi 4 épisodes de la série web La Reine Rouge, dont il est le scénariste, et il anime la série Patrick Sénécal présente à TVA. Cette rencontre est animée par Caroline Loranger, détentrice d'un doctorat en littérature de l'Université de Montréal et chercheuse postdoctorale à l'Université Queen's. Ses recherches explorent 100 ans de littérature sonore, depuis les premiers sketchs et radioromans présentés à la radio à compter de 1920 jusqu'aux balados diffusés sur les plateformes numériques dans les années 2000. Spécialiste de la littérature québécoise de la première moitié du 20e siècle et chargée de cours à Montréal, elle est également directrice de rédaction d'XYZ, la revue de la Nouvelle. Patrick Sénécal, bonjour. Bonjour. J'aimerais aujourd'hui m'intéresser à tes œuvres par le prisme de la question des genres. Les genres littéraires, bien entendu, là, tu es passé main dans le roman noir, le thriller, l'horreur, mais aussi plus spécifiquement peut-être par les genres médiatiques et plus spécialement celui du balado littéraire, qui est une pratique un peu plus marginale, même si évidemment elle connaît une certaine popularité là, dans les dernières années. Ouais. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu nous amènes avec toi dans l'atelier d'écrivain un peu pour parler du processus créatif, de la première idée jusqu'au manuscrit, jusqu'à la publication, pour avoir un peu l'idée de comment tu travailles. C'est assez drôle, ça, que ça me rappelle à un moment donné, il y avait une étudiante qui m'avait appelé puis qui m'avait dit, une étudiante de cégep m'avait appelé. Elle avait passé par mon agent, elle m'avait contacté puis elle dit, moi, dans notre cours en ce moment, un cours d'art et lettres, on doit suivre pendant 24 heures un artiste qui nous intéresse, en voir en quoi ça consiste. Il y en a qui choisissent des comédiens. Là. Elle dit, moi, je t'ai choisi toi, si ça te tente, suivre la journée dans la journée d'un écrivain. J'avais répondu, écoute, tu peux bien, mais c'est bien plate de suivre un écrivain dans sa journée parce que on écrit. Essentiellement, on se lève et on écrit. Bon, là, j'avais trouvé une journée où il y avait un lancement, où j'allais à Radio-Canada faire une entrevue, fait que ça, c'était cool. Mais essentiellement, il y a quelque chose, c'est sûrement le seul art qu'on pourra jamais faire une télé-réalité parce qu'il y aurait vraiment pas grand-chose à montrer, à part le gars qui, le matin, ou la fille, évidemment, la fille qui se lève le matin ou l'après-midi, mais la part des écrivains que je connais travaillent le matin, quoique, bon, après ça, c'est personnel. Mais on s'installe dans notre ordinateur, puis on écrit. Puis il faut faire attention
attention à l'espèce de comment je dirais bien ça, l'espèce de mythe qui veut qu'un écrivain n'écrive que lorsqu'il est inspiré, parce que si tu fais ça, tu vas peut-être écrire 8 jours par année, parce que l'inspiration qui te frappe soudainement, là, c'est bien beau dans les livres, dans les films. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Fait que moi, il y a bien des fois que je suis bloqué, puis je reste devant mon ordinateur, puis je fais trouve quelque chose. Fait que essentiellement, là, je viens de finir un roman, tu vois, qui va sortir au mois de novembre. Fait que là, j'attends d'avoir une nouvelle idée. Mais là, je suis en espèce de... Je suis en position de... Je prends une pause, là. J'ai le goût juste de relaxer puis de m'occuper des petits détails de choses de la vie quotidienne dont je ne me suis pas occupé. Mais l'idée, quand elle va arriver... Je vais pas me lever un matin en me disant, bon, trouve une idée. Faut que tu sais pas tant que t'as pas trouvé une idée. Ça marche pas comme ça. Je vais me mettre dans une espèce de disponibilité mentale où je vais aller prendre des grandes marches. Ça, c'est un nouveau truc que je fais depuis une couple d'années. C'est mon chum Ghislain Tachereau qui m'a donné cette idée-là. Avant, je m'installais dans le salon, je me couchais sur le dos, les pattes dans les airs, puis je réfléchissais. C'est pas très bon pour la forme faire ça. Fait que là, je prends des longues marches et effectivement, il y a des idées qui arrivent. Puis c'est sûr qu'avant de faire ça, je peux avoir vu des choses dans mon quotidien, un article de journal, une scène d'un film. J'écris des romans en réaction à des films que j'avais vus. C'est arrivé, ça. Une discussion avec quelqu'un, une photo, un personnage qui va me rentrer dans la tête, qui va tourner, et qui, 90% des fois, s'en va, disparaît. Et ça veut dire que c'était pas une bonne idée. Mais quand ça continue à spinner dans ma tête après 2, 3, 4 jours, une semaine, c'est encore là, puis ça tourne encore. Et non seulement ça tourne, mais c'est en train de former des électrons autour qui eux-mêmes se mettent à tourner autour de ça. J'essaie de donner une image scientifique, je suis pas très bon. Là, on dirait que ça me lâche plus. Puis là, je me dis, bah là, il y a quelque chose. Si ça tourne encore dans la tête depuis une semaine, puis c'est très informe, là. Hein? C'est plus une obsession qu'une idée claire. Là, j'allais prendre ma marche pour plus y penser comme faut. Et éventuellement, je vais m'asseoir puis je vais faire un plan. C'est pas mal la seule affaire dans la vie où je suis organisé, c'est quand j'écris des romans. Puis le plan, je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains qui en font pas. Même dans le genre que je fais, qui est pourtant un genre très organisé, le thriller, le roman noir, le roman d'horreur, le suspense, le polar, c'est quand même le genre de roman où il faut que personne ne sait où est-ce que tu t'en vas sauf l'auteur. C'est un peu ça mais je connais des écrivains que le premier jet, ils savent pas trop où est-ce qu'ils s'en vont, et après ça, ils refont un travail assez terrible pour que tout ça ait la cohérence, où ils ont une vague idée. Moi, c'est quand même un plan que je fais sur papier, là. Ça a quand même, bon, mon premier roman, 51-50 ou des hommes, mon plan avait 25 pages. Là, maintenant, je fais des plans de 2 pages, 3 pages, puis ça va, là. Après ça, je suis capable de me diriger avec ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut que je sache comment ça se termine. Je peux pas commencer mon premier jet avant de savoir comment mon roman va finir. Et ça, il y a juste le dernier que je viens de faire que aux 2/3 du roman, je me suis rendu compte que ma fin ne marchait plus. C'était une grande période d'angoisse. Mais en général, je sais toujours comment mon roman va se finir. Et quand j'ai un plan, pas détaillé, mais avec les grandes idées, et que je sais ma fin, là, je m'embarque dans le premier jet. Puis le premier jet, c'est écrire chez nous, essentiellement le matin. Je suis plus capable d'écrire 8 heures par jour. Là. J'ai 58 ans. Bon, ça n'a pas rapport. Il y a des écrivains de 75 ans qui écrivent 8 heures par jour. Là. Mais moi, écrire 8 heures par jour, j'ai plus la force de ça. J'ai plus le goût de ça. J'ai le goût de profiter de la vie aussi. Fait que j'écris essentiellement le matin. Un petit peu en début d'après-midi si je me suis pas rendu à mon nombre de mots, qui est à peu près 2500 mots. Mais après ça, je vais faire d'autres choses. Des fois, j'ai d'autres projets ou je vais juste lire ou faire d'autres choses. Mais il faut que je commence le matin. Si j'écris pas de la matinée, ça va être difficile après ça de commencer l'après-midi. On dirait qu'il faut que ça soit neuf. On dirait qu'il faut que les premiers gestes de ma journée, mon premier exercice intellectuel, faut que ça soit d'écrire. Si je le remets à plus tard, on dirait que mon cerveau est déjà un peu fatigué, pas le goût de replonger là-dedans. Fait que donc, souvent, quand j'ai des entrevues, des trucs comme ça, j'essaie de mettre ça l'après-midi. Là, j'ai mis ce matin parce que ça me dérangeait pas. Je prends en écriture en ce moment-là. Puis des fois, c'est pas possible de toute façon, mais j'essaie de me garder mes avant-midi libres parce que c'est vraiment là que ça se passe. Puis là, je fais un premier jet qui est le plus dur pour moi. C'est ça le plus difficile. Le premier jet, c'est
très difficile, puis plus je vieillis, plus je trouve ça dur. Puis certains écrivains plus vieux que moi m'ont rassuré en me disant que c'était normal. Ça m'a rassuré parce que je me disais, coudonc, je suis peut-être pas un vrai écrivain finalement, mais ils m'ont rassuré, ils m'ont dit, ben non, on est de plus en plus exigeant, on est de moins en moins étonné de notre propre écriture. Tu sais, quand tu écris un premier roman, j'avais 26 ans, mais même plus jeune que ça, qui n'ont pas été publiés parce que j'écrivais ça dans la cave chez nous, puis c'était des romans d'adolescents, puis bon. Mais quand tu écris tes premiers romans, tu t'étonnes toi-même. Tu te fais, waouh, je suis en train d'écrire un roman, c'est extraordinaire, je suis en train de. Puis là, quand il est fini, tu tripes, là, tu te trouves bien bon. Pas après ton 20e roman, là, pas après 30 ans d'écriture, là. Je veux dire, là, c'est quand j'écris, c'est pas, waouh, j'écris un roman, c'est bon, comment je vais faire pour pas me répéter, pour être, surtout dans les genres que je fais, qui sont des genres codifiés, qui sont des genres c'est ça serait très facile de tomber dans la répétition. Alors là, je suis vraiment dans le travail, là. Je travaille fort pour pas refaire 51-50, pour pas refaire Alice, pour pas refaire elle.com. Bon. Fait que le premier jet, il est très dur. C'est comme, moi, je compare ça à creuser un tunnel, là. Je veux dire, chaque mot que j'écris sur mon ordinateur, c'est un coup de pioche dans de la roche, tu sais. Puis c'est pour ça que je travaille pas trop le style et tout ça le premier jet, sinon ça finira plus. Fait que je fais un premier jet pour voir si l'histoire se tient debout, puis que bon. Et là, je le retravaille. Et ça, retravailler, je retravaille 3-4 fois, bon, peu importe. Ça, c'est la partie de fun. Moi, j'adore retravailler des romans. Il y a des écrivains qui aiment ça pour mourir. Moi, j'aime ça. Surtout qu'en général, je coupe beaucoup. Je suis très, très bavard dans mon premier jet parce que justement, j'analyse pas trop, fait que je me répète, j'en donne trop. Bon. Donc, un roman comme Civilisé, qui a comme 600 pages, il était plus gros encore? Ben, tu vois, mon prochain, il fait 180 000 mots, ce qui est énorme, là. On est dans un peu plus long que Civilisé. Et le premier jet en avait 218 000. J'ai coupé 38 000 mots. Tout seul, là, sans l'opinion de personne. Là. Mon éditeur l'avait pas lu encore, mes amis, mes 2-3 lecteurs amis, ma blonde l'avait pas encore lu. Et juste moi, en le revisant 2-3 fois, j'ai coupé 38 000 mots, ce qui est un roman. C'est un roman, ça, oui. Mais évidemment, le 38 000 mots, ensemble, il y a pas de cohésion, là. C'est des bribes, c'est pas des scènes complètes, c'est pas des... Il y a 2-3 scènes complètes que j'ai coupées, effectivement. Mais souvent, c'est des phrases répétitives, c'est plein d'affaires. En tout cas, bref, ça fait 38 000 mots. Fait que je coupe beaucoup dans la... Mais ça, j'aime ça. J'aime ça couper parce que j'ai l'impression justement que Là, je décore ma maison. Le premier jet, j'ai construit ma maison, mon tunnel, là, comme je disais. Puis le deuxième jet, troisième, quatrième jet, là, tu le décores. Tu le mets à ton goût. Mais tu travailles sur quelque chose qui existe déjà. C'est tellement rassurant. Pour moi, c'est très, très rassurant de retravailler un roman. Et là, je lis, là, en général, je lis le deuxième jet à ma blonde. Elle me dit qu'est-ce qu'elle aime pas, qu'est-ce qui l'emmerde. C'est la lectrice du gros bon sens. C'est pas de l'analyse littéraire qu'elle fait. C'est juste, j'ai-tu du fun ou j'ai pas de fun? Puis ça, ben, c'est quand même précieux, là, parce que moi, j'écris du genre, puis dans le genre, on veut avoir du fun. C'est ça le but, là. On veut pas que ça soit niaiseux, mais on veut que ça soit... Moi, je fais des suspens. Peu importe ce que je fais, il y a du suspense. Et après ça, je le retravaille une fois ou deux, et là, je le fais lire à mes 2 lecteurs et mon éditeur. J'ai 2 lecteurs qui me suivent depuis 10-12 ans, 15 ans même dans le cas de René, là, ça fait vraiment longtemps, peut-être même 20, en tout cas, peu importe. Et eux autres le lisent en même temps que mon éditeur, et là, eux autres, ils me passent au cash, là. Ils sont surtout mes deux lecteurs, René puis Olivier. Eux autres, on se rencontre après, puis ils vont page par page, là. Puis des fois, des fois, il y a 5, 6, 7 pages qu'il n'y a rien, mais si on me dit, hey, ça, je suis pas sûr, je comprends pas ça, hey, ça, t'as été mou là-dessus, ça, c'est pas cohérent, pourquoi ton personnage fait ça? Il y a 10 pages, c'est vraiment cool. C'est jamais arrivé qu'ils ont remis la structure du roman en question ou le fondement du roman, mais du travail, là, des précisions qui font que le livre est meilleur, qui font que le livre est plus cohérent. Puis moi, la cohérence est méga important. Même si je fais du genre, je pardonne pas au roman ou au film de genre d'être incohérent, de tourner des coins ronds. Sous prétexte que c'est de l'horreur, on peut dire n'importe quoi. Tout ça m'énerve profondément. Je suis pas de cette école-là, pantoute. Fait que eux autres, ils m'obligent à retravailler ça. Puis après, ben là, c'est ça. Là, c'est la révision linguistique, pour les fautes de français, tout ça. On a beau être des écrivains, on en fait quand même. Puis après ça, c'est la publication. Voilà. En gros, ça ressemble à ça. Puis un autre écrivain serait ici, puis ça ressemblerait pas mal. Sauf peut-être la manière qu'il travaille. C'est moi, j'écoute de la musique, par exemple, en travaillant. Moi, j'ai besoin d'écouter de la musique. J'aime ça écouter de la musique. Il y a des écrivains qui c'est le silence. Je suis capable d'écrire dans une salle d'attente de médecin. Je suis capable d'écrire le nombre de fois que j'écris dans des autobus, en me rendant dans des salons du livre. J'ai aucun problème avec l'environnement. Je me mets des écouteurs pour écouter de la musique en même temps. J'ai pas besoin de confort matériel. Pour moi, les écrivains qui disent j'ai besoin de la mer pour écrire, ça me fait un peu rire, là. Mais bon, c'est un peu bourgeois comme façon d'écrire. Mais j'haïs pas ça, écrire sur le bord de la mer. Je l'ai fait, c'est ben fun. Mais je peux écrire n'importe où.
Vous l'avez mentionné, en fait, tu l'as mentionné, excuse-moi, on a tutoyé, mais ce sont des genres codifiés, là. C'est le roman noir, le thriller, l'horreur, le suspense. Le lectorat a des attentes très spécifiques par rapport à ces genres-là aussi. Oui, mais le plaisir, c'est de pas répondre trop à ces attentes-là. Okay. Moi, c'est ça le fun que j'ai. Puis je me rappelle, dès mon premier roman, la que j'ai publié, 51-50 ou des hommes, il y a des gens qui m'ont dit, écoute, Patrick, il y a des affaires, il n'y a pas d'histoire d'amour dans ton roman. Ça prend une histoire d'amour, ça finit super mal. Ton personnage principal, finalement, devient pas très sympathique. On sait plus trop c'est qui le héros. Je m'en fous de tout ça. Mon histoire appelle pas à ça. Je fais pas ça pour pas rentrer dans les codes. Je fais ça parce que je veux raconter l'histoire que je veux raconter. Et malgré tout, il y a des codes pareils. Le suspense, il y a des manières de créer du suspense. Mais quand on joue trop à ces codes-là, il n'y a rien qui m'énerve plus que de lire un roman, de voir un film qu'à chaque scène, à chaque page, l'auteur veut essayer de créer du suspense, même quand il n'y a pas besoin d'en avoir. Ça m'énerve. J'ai l'impression qu'on me prend pour un imbécile. Tu sais, des faux suspense, du monde qui s'énerve pour rien, qui sont inquiets pour rien. Même dans des films ou je nommerai pas de nom, là, mais il y a des séries, des fois québécoises, là, de policières où les polices vont dire, on va aller interroger quelqu'un. Puis là, pendant qu'ils marchent, là, il y a une musique dramatique, là, puis les deux policiers, ils ont de la super dramatique, là, puis ils cognent à la porte, puis ils attendent en suspense. Voyons donc, c'est pas vrai. Ça marche pas de même. Ils s'en vont pas voir l'assassin, ils s'en vont questionner quelqu'un. Mais là, faut mettre du suspense là-dedans, même s'il y en a pas. Moi, je pense que plus que t'es proche de la normalité et du quotidien quand tu dois l'être, plus que quand les effets de suspense arrivent, ou les effets d'horreur, ou les effets de peur, ou les effets sont beaucoup plus spectaculaires, parce que justement, on n'est pas là-dedans depuis le début. C'est comme un chien qui jappe tout le long. Si un chien jappe tout le long, puis à un moment donné, il jappe pour vrai, ben tu vas t'en foutre. Fait que si on met des faux effets de suspense tout le temps, ben quand le vrai suspense va devoir être là, il va se perdre dans la masse des effets qu'on a installés pour rien. Fait que ça, je fais attention à ça. J'ai pas le goût que mes personnages soient des stéréotypes de suspense, de personnages à suspense. C'est souvent mes personnages, ça leur prend du temps à croire qu'il se passe quelque chose dehors de l'ordinaire, parce que dans la vraie vie, on est comme ça. Moi, si je rentre chez nous le soir et j'entends le plancher craquer en haut, je vais pas tout de suite me mettre sur le mode qui-vive. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un dans la maison. C'est pas vrai. Personne ne fait ça, à part des gens qui ont peur naturellement et qui sont paranoïaques. Mais dans le commun des mortels, on va juste se lever la tête, on va regarder en l'air, ou on réagira même pas. On va juste faire, la maison craque, t'sais. Mais là, si t'entends des pas, c'est une autre affaire. Fait que faut faire attention aux codes qui peuvent donner des clichés puis qui peuvent devenir répétitifs. Alors, comment échapper à ces codes-là et comment amener le lecteur dans des zones où il s'attend pas à aller, même s'il lit quelque chose avec des intentions. Puis moi, on m'a souvent dit, mes lecteurs me disent souvent, tu réussis toujours à nous amener quelque part qu'on s'attendait pas, puis ils aiment ça. Puis moi, j'aime ça aussi parce que je suis un lecteur difficile de suspense et d'horreur, et je suis un spectateur très difficile de films de genre aussi, parce que justement, je vois souvent les ficelles, puis ça me tape ses nerfs, puis fait que le monde pense que je tripe sur tous les films d'horreur, et non, c'est juste ce film qui a sorti que tout le monde a trippé, là, comment ça s'appelle, donc Weapons. Ça tient pas la route. Moi, je trouve que ça tient pas la route une seconde d'écart. Fait que je suis bien fatiguant. Je suis bien fatigué à regarder un film de genre, là. Avec moi, là, les gens, là, faut qu'ils soient patients parce que je réagis beaucoup. Donc, tu essaies de déplacer les codes pour surprendre. Ça fait partie de surprendre le lecteur aussi. Oui. Puis je vais écrire. Puis l'histoire que je vais raconter, si je me rends compte qu'à un moment donné, elle rentre pas tout à fait dans. Je m'en fous. Je veux pas penser à ça. Je pense que de toute façon, une histoire, la plupart des romans rentrent dans des schémas narratifs existants, qu'on le veuille ou non. J'ai tout étudié ça, ces schémas narratifs-là, quand j'étais à l'université en littérature. Je sais qu'ils existent, ces schémas narratifs-là. Et je pense que malgré nous, à moins de faire des films à la Bergman ou des trucs de même, là, ou de Godard, ou bon, que là, c'est tellement personnel, c'est tellement pété que ça rentre dans aucun schéma narratif. Mais en général, on embarque dans des schémas narratifs conventionnel, qu'on le veuille ou non. Mais d'écrire en pensant à ça, en pensant qu'il doit être l'adjuvant, qu'il doit être l'opposant, il doit y avoir un conflit à tel moment, le troisième acte, il faut qu'il y ait le deuxième acte, il faut qu'il y ait telle affaire. D'écrire en pensant comme ça, je pense que c'est une erreur. Oui. Puis c'est intéressant parce que là je révisais un petit peu toute ta production, puis ce que je voyais, puis tu me confirmeras ou t'infirmeras cette lecture-là, mais ce que je voyais, c'est qu'il me semble que dans tes premières œuvres, on s'intéresse un petit peu plus à la psyché de l'individu.
Je pense à la question de la recherche de la justice dans 51-50 rue des Ormes, celle de la responsabilité, non-responsabilité dans Le Passager, la quête identitaire dans Alice à l'adolescence, etc., la vengeance dans Les 7 jours du Talion. Mais que plus on avance dans la production, dans tes œuvres, ce que je vois, c'est plus des phénomènes sociaux qui vont être à l'origine, peut-être. Peut-être. De l'horreur ou de la terreur, la télé-réalité, là, dans le vide, le dark web, dans AOL.com. Civilisé, c'est un peu la polarisation des opinions à l'extrême. Est-ce que c'est conscient, ce mouvement-là? C'est conscient quand je le fais, mais c'est pas conscient. C'est-à-dire que je me dis pas que je veux aller de plus en plus vers ça. C'est que manifestement, effectivement, j'essaie de garder évidemment mes personnages, je veux qu'ils demeurent, que leur psychologie demeure cohérente et tout ça, mais c'est vrai que je m'intéresse moins à un individu, en général, depuis une quinzaine d'années, moins à un individu que cet individu-là, mais dans une société qui est rendue là, où est-ce qu'on est rendu dans la société? C'est vrai. En fait, le premier roman où je me suis intéressé à ça, c'est Les 7 jours du Talion. C'est la vengeance. C'est vrai que c'est une vengeance personnelle, mais c'était la première fois que je m'interrogeais sur est-ce que la vengeance, de façon générale, est-ce que c'est une bonne idée? Mais tu vois, si j'écrivais aujourd'hui Les 7 jours du Talion, sûrement que je montrais que le côté société, même s'il était un peu dans Les 7 jours du Talion, je le mettrais encore plus en évidence parce que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus une société qui veut se faire auto-justice. Les médias sociaux, c'est rendu des tribunaux populaires. Fait que j'imagine que il y aurait cet aspect-là aussi, là, qu'on est tous assoiffés de vengeance, on est tous assoiffés de, il reste une portée plus sociale encore qu'à l'époque. Parce que c'est vrai que j'ai fait des romans, Le Vide, L.com, même Civilisé. C'est vrai que Civilisé, ça partait clairement d'une intention, d'une espèce de dégoût de ce que je vois sur les médias sociaux, justement, que tout le monde est polarisé, autant la droite que la gauche. Hein. Moi, je trouve que il y a une certaine gauche en ce moment dans laquelle je me reconnais plus du tout, là, que je trouve qu'il y a la même rhétorique qu'une certaine droite, là, puis ça m'inquiète vraiment beaucoup. Et je voulais montrer un roman, puis l'intolérance qu'on est de plus en plus, on peut plus rire de personne, de rien, ce qui est pas vrai, mais tu sais, c'est une phrase qu'on entend souvent, on peut plus rien dire, on peut tout dire, surtout que ceux qui disent qu'on peut plus rien dire, c'est ceux qui le disent le plus, mais c'est vrai qu'il y a des conséquences, c'est vrai qu'il y a des prix à payer, c'est vrai que souvent, et je voulais faire un roman qui montre que tous ces gens-là se retrouvent entre eux autres, sont tous sur le... Et en même temps, je voulais rire de tout le monde, je voulais montrer qu'on peut rire de tout le monde. Alors oui, je ris de la jeune woke, oui, je ris de l'homosexuel qui est complètement paranoïaque, qui pense que tout le monde est homophobe. Mais je ris aussi des bonhommes de 50 ans blancs comme moi, parce que j'ai un personnage là-dedans, le médecin, qui est épouvantable, là, qui est un vieux mononcle fini, là. Et moi, je pense que tant qu'on peut rire de tout le monde, je pense qu'il y a de l'espoir. Je pense qu'il faut revenir un peu à ça. Rire de tout le monde, on s'entend, sans être homophobe, sans être raciste, sans être... tout ça. Mais je pense que tout le monde mérite la dérision, puis la vraie égalité, c'est quand tout le monde va être capable d'avoir ce regard d'autodérision sur soi-même. Fait que oui, il y avait un regard social en passant par l'humour. Peut-être parce que je vieillis, peut-être parce que... Quand on vieillit, on est de plus en plus, peut-être... On observe de plus en plus le monde, puis évidemment, on réfléchit là-dessus, tu sais. Plus que tu as vécu longtemps, plus que tu vois le temps qui a passé, plus que tu peux comparer les époques avec les autres que tu as traversées. Ça t'amène à réfléchir. Le risque, c'est de pas tomber dans mon temps, c'était bien mieux, évidemment. Ça, c'est le gros risque. Puis oui, il y a des choses dans mon temps qui étaient mieux, mais il y a des choses aujourd'hui qui sont bien mieux. Fait que, tu sais, c'est pas si simple. Fait que oui, peut-être que ça m'amène... Mais en même temps, si j'avais une idée d'un... Tu sais, j'ai quand même fait aussi, dans les dernières années, j'ai fait un roman comme Il y aura des morts, qui est une espèce de poursuite qui se veut pas très sociologique, qui veut juste être un roman pour avoir du fun, avec peut-être une petite réflexion sur le hasard, mais franchement, pour pas trop chercher non plus. Si j'avais une idée d'un roman d'horreur pur, sans réflexion sociale, je le ferais. Mais effectivement, on dirait que naturellement, j'essaie d'inscrire mes histoires dans quelque chose de social. Tu vois, le prochain, c'est pas autant social que une réflexion sur... une réflexion, ça se veut un suspense aussi, mais c'est quoi tuer quelqu'un? C'est quoi l'acte de tuer? Qu'est-ce que ça implique, l'acte de tuer? Qu'est-ce qui amène un être humain à vouloir tuer quelqu'un? C'est quoi la motivation? C'est quoi l'émotion qu'il y a derrière ça? Puis c'est très... je montre qu'il y a beaucoup de déni là-dedans. J'ai l'impression que l'être humain est très bon dans le déni et que les tueurs sont capables de trouver des
des très bonnes raisons pour avoir tué quelqu'un, mais il n'y en a pas une de bonne, je suis sûr. C'est quoi la vraie raison qui nous amène à tuer quelqu'un? Puis j'ai lu une couple d'affaires là-dessus, j'ai réfléchi, tout ça. Donc, à travers un suspense, j'essaie de m'interroger là-dessus. Ça fait 30 ans que j'écris des histoires où tout le monde se tue. On dirait que c'est la première fois que je dis, ouais, mais allons réfléchir là-dessus pour vrai, là. Réfléchir pour vrai. Je suis pas un philosophe, là. Je suis pas un sociologue. Mais à travers le trailer, j'essaie d'amener une espèce de petite réflexion là-dessus. Ouais. Oui, super. Puis, c'est intéressant parce que tu travailles pas vraiment le plusieurs tomes. Hein? Je pense que tout le monde doit te demander une suite à Alice ou quelque chose comme ça. Oui, Alice, L.com. L.com. Mais... J'en ai une série, en fait. C'est une série, c'est pas des suites, c'est Malphas. Oui, c'est une série, là. C'était prévu dès le départ. Ouais. Exactement. Donc, il y a seulement cette série-là qui a été pensée sur plusieurs tomes. Le reste, c'est vraiment le volume unique. Oui. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que ça t'intéresse pas de faire des suites? Tu as l'impression d'avoir dit ce que tu avais à dire avec ce cas de figure-là sur ce problème social là ou c'est rare les suites qui sont à la hauteur de l'original. C'est pas faux. Parce qu'il y a une raison à ça, c'est que ton histoire que tu as pensée, elle tenait en un tome. Puis je sais que la part de mes romans, en plus, ont des fins ouvertes qui pourraient amener des suites. Puis, tu sais, Hell.com, je me fais demander, quand il faut faire un autre roman, j'ai dit là, ça serait dur de faire une suite à Hell.com quand même, avec la fin. Mais Alice, on me le demande souvent. Alice, on voudrait... Mais qu'est-ce que je ferais, là? Alice est rendue à 40 ans, elle s'ennuie dans sa vie, elle retourne dans Wonderland, et là, elle revoit les mêmes personnages, encore plus flayés. Je veux dire, la suite, c'est souvent les mêmes ingrédients que le premier tome, mais à la puissance 1000. Tu sais, je veux dire, Jurassic Park, la suite, c'est quoi? 2 T-Rex au lieu d'un. C'est ça, c'est la multiplication. Cela dit, la suite de Jurassic Park, la première suite, est quand même pas pire. Mais après ça, c'est devenu une catastrophe. Le Parrain 2. Ouais, mais le Parrain 2, dans le Parrain 2, il y a toute une partie du roman original qui était pas dans le premier Parrain. Puis, on a construit... Il est très bon, le Parrain 2. Il y en a même qui disent qu'il est meilleur que le premier, là. Puis le troisième, ça commence à se gâter sérieusement. Fait que c'est très rare. Et je ne veux pas dire que je ne ferai jamais de suite parce que faut se méfier des jamais, là. Mais faudrait que j'aille une maudite bonne idée. Faudrait que ça vienne vraiment en complément de ce que j'avais dit dans le premier, puis que je pousse la réflexion ou l'idée du premier dans le deuxième. Ce que je fais à la place, puis ça a été malgré moi aussi, dans le sens que c'était pas prévu, c'est que j'ai un personnage qui revient. J'allais dire Michel Beaulieu. Il y a Michel Beaulieu qui revient de temps en temps. Et ça, c'était pas prévu. À la fin de 51-50, bon, spoiler, là, mais c'est pas grave, on est dans une entrevue où on fait le tour des choses. Fait que le fait que Michel se sauve à la fin du premier roman, qu'elle s'en sorte. Et bon, puis on voit qu'elle aime Alice au Pays des Merveilles parce qu'elle a dessiné un poster de la Reine de Cœur, qu'elle appelle la Reine Rouge. J'avais créé un personnage qui allait revenir sans le savoir. Puis je me rappelle, bon là, Michel, elle s'est sauvée, puis pour moi, c'était réglé. J'écris après ça 2 autres romans et là je pense à faire mon roman Alice qui était une vieille idée là, je traîne ça depuis des années, c'est-à-dire l'idée de faire une version pour adultes d'Alice au Pays des Merveilles parce que l'original m'avait tellement impressionné, puis je suis pas le seul, hein, je veux dire, ça a inspiré plein de monde Alice au Pays des Merveilles, c'est pas pour rien là, ça montre à quel point il y a quelque chose de tellement subversif dans ce conte-là. Puis là je vais faire ma propre version d'Alice au Pays des Merveilles, puis là je commence à faire mes personnages, les alter ego, bon le chat de Cheshire qui va devenir Chess, le lièvre de Mars puis le chapelier fou qui deviennent Cher et Bond, bon, etc. Et là j'arrive à la Reine de Cœur, là je me dis la Reine de Cœur, là faut que je crée un personnage fort quand même. Et là je sais pas comment c'est revenu, mais j'ai fait mais je l'ai, j'ai déjà créé, c'est Michel. Tu l'as créé il y a 5 ans, elle s'est même sauvée à la fin du tome. J'ai dit, il m'a ramené, ça va être cool. T'sais. Puis là, je l'ai ramené là. Puis 3-4 ans plus tard, je fais des petits clins d'œil à elle de temps en temps. Mais là, dans fin, là, je crée un cirque où tout le monde est un peu weird et tout ça. Et là, je cherchais des membres de ce cirque-là. Puis là, hop, Michel est revenu. J'ai dit, Michel, il me semble qu'elle fitterait dans ce cirque-là. Puis après, elle est un petit peu en crise existentielle aussi, ce serait cool. À l'approche du 40 ans, là. Fait que c'est pas voulu. C'est jamais voulu. Comme là, elle revient, là. Mais à la fin de Flo, elle apparaît. Ouais. Puis ça, c'est un punch que je me suis surpris moi-même. Que j'étais bien fier de ce punch-là. Puis écoute, mes lecteurs m'en parlent tellement là, de ce punch-là. Là. Il y en a qui ont dit, j'ai crié à la fin, là, quand j'ai compris que c'était Michel qui ramassait Florence. T'sais. Puis j'y ai vraiment pensé en écrivant le premier jet. Là. Dans le plan, elle se faisait ramasser à la fin par une femme, mais c'était tout. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, c'est Michel qui ramasse. Il me semble que ça serait un duo. Mais là, je savais qu'en faisant ça, je me commettais à faire une suite.
C'est-à-dire que, mais c'est pas une suite du roman Flo. C'est une suite de qu'est-ce qui arrive à ces deux personnages-là. C'est ça la différence aussi. C'est que la suite, c'est comme si continue la même histoire. Mais moi, c'est pas la même histoire qui m'intéresse de continuer. C'est ces personnages-là qui vivent autre chose. Et là, Michel et Florence, ensemble, c'est sûr qu'il fallait que je fasse un roman sur eux autres. Et là, celui que je vais sortir, c'était pas prévu ou non plus qu'il était là. Ils s'en vont, ces deux écrivains qui vont écrire à Berlin, parce que ça fait 3 fois que je vais écrire à Berlin. Donc, j'ai écrit un roman qui se passe à Berlin, qui découvre un club qui s'appelle le M Club, qui est un club très particulier. Puis là, je pensais qui pourrait être propriétaire de ça. Puis Michel m'est apparu. J'ai mis ça, Michel pourrait être propriétaire de ce club-là. Avec Florence, qui est rendue à 13 ans. Puis L.com est là-dedans. L.com est là-dedans. C'est grâce à L.com qu'il peut être propriétaire. Là, ça ressemble au vieil écrivain qui commence à ramener toutes ces anciennes affaires, là. Ouais, exactement. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est que c'est comme ça. Et là, je me dis, mais comment ça se fait qu'ils sont rendus propriétaires? Moi, je le sais. Mais dans le roman, c'est pas dit. Donc, je me commets à nouveau à écrire un autre roman éventuellement qui va expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre Flo et celui que je vais sortir. Où là, je vais m'intéresser vraiment aux autres. Puis je le sais pas mal, ça, c'est quoi, là. Je l'ai pas mal dans ma tête. Fait que c'est pas vraiment des suites, mais c'est dans le cas de Michel, c'est un personnage qui me poursuit puis qui réapparaît de temps en temps. Puis mais elle sert toujours à une autre histoire. C'est pas la suite de 51-50. C'est pas... Il y a des gens qui lisent dans le désordre mes romans, puis quand Michel est là, ils n'ont pas compris, là. Ils comprennent quand même. Mais ceux qui ont lu le roman d'avant, là, il y a un petit kick de plus, là, t'sais. Fait que c'est plus ça. Comme là, elle va revenir quand, Michel? Je sais pas. Je sais qu'il faut qu'elle revienne parce que j'ai encore installé des pions. Mais je sais pas. Des fois, je me dis, qui va mourir en premier de nous deux? C'est-tu elle ou c'est moi? Parce que je sais pas où je la pousser. Là, elle a 49 ans. Elle a vraiment pris une autre direction, là. Elle est dans une espèce de bilan de vie où elle se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'elle a fait puis pourquoi elle a fait ça. Après un coup de maturité puis un coup de vieux qui est intéressant à explorer comme auteur, là. Ce qui est intéressant aussi avec ce personnage-là, c'est qu'elle traverse les médias parce qu'il y a une série, La Rouge. Oui. Donc, elle sort un peu du livre, hein, elle s'incarne ailleurs. Puis je pense qu'il y a, corrige-moi si je me trompe, mais il n'y a pas un épisode aussi de Patrick Sénécal présente sur le Club Illico où elle apparaît? Non, mais dans le film 51-50 ou des hommes, quand elle est adolescente, c'est ça. Fait qu'elle a été jouée par 2 actrices différentes en plus. Là, elle est dans une BD. On a fait Alice en BD, donc elle est aussi... Il manque juste ce film, mais on a essayé puis ça n'a pas marché. Fait que, oui, c'est un personnage qui même au théâtre, parce qu'il y a une troupe de théâtre qui a fait Alice en théâtre, fait que je l'ai vu incarné par une autre actrice dans une pièce de théâtre. C'est très intéressant pour un auteur de voir les déclinaisons de son œuvre à travers d'autres médias. C'est très intéressant. Mais c'est à quoi tu participes directement, parce que dans le fond, tu as publié, c'est ça, bande dessinée, pièce de théâtre, script de film, script de balado. Oui, j'ai touché à beaucoup de médiums moi-même, effectivement. Donc, c'est pas seulement le médium littéraire, c'est pas seulement le papier pur, même si, bon, je pense que... c'est la forme privilégiée. Je veux dire, si on me laissait pour le restant de mes jours le choix d'écrire juste des films, mettons, ou juste des livres, j'aurais même pas une seconde d'hésitation, là. C'est sûr, il y a quelque chose de très frustrant dans l'écriture cinématographique. C'est une suite de compromis tout le temps. Bon, c'est bien fatigant. Même si je ne sais pas ça le faire de temps en temps, mais bon. Mais écrire un roman, je veux dire, c'est la liberté créative absolue, là. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, venons-en justement au balado, hein, puisqu'on surfe sur cette vague-là, mais est-ce que c'est aussi frustrant écrire un script de balado? Que le cinéma? Oui. Non. Puis il y a une bonne raison à ça, c'est que, en tout cas, c'est ma théorie, c'est que le balado est encore assez nouveau, assez récent. Il y a une espèce de liberté là-dedans que on dirait on a moins peur de prendre des risques qu'au cinéma, parce que comme c'est nouveau, on se donne le droit d'explorer plein de choses. Alors qu'au cinéma, comme ça coûte pas cher à faire un balado. Alors que faire un film, ça coûte... Plus qu'il y a de l'argent investi dans une œuvre, plus que les producteurs deviennent paranoïaques, puis ils ont peur, puis ils veulent tout contrôler parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent. Un balado n'a pas peur de perdre de l'argent, vraiment, ça coûte pas si cher. Évidemment, si c'est n'importe quoi, on va se le faire dire, là. Je dis pas qu'on peut faire n'importe quoi, mais il y a une prise de risque plus intéressante pour les créateurs dans le balado. Fait que, en fait, j'ai eu bien de fun à écrire, pas les deux, parce qu'il y en a un qui c'est Marie-Ève Bourassa, là, qui est, pas écho, de glace. De glace, moi, j'étais le script éditeur, mettons. Puis, elle m'envoyait ses trucs, puis j'y faisais des commentaires, des choses à travailler, puis elle était super le fun à travailler. En plus, on se connaissait déjà, mais elle était très ouverte. Puis franchement, j'ai pas eu de la grosse job à faire, parce que c'était déjà très bon ce qu'elle m'envoyait. Mais non, moi, quand j'ai écrit Écho, le premier, j'ai eu bien du fun. Et surtout que on avait un Michel Montreuil, le réalisateur,
qui a fait une job extraordinaire. Je veux dire, lui, il faisait comme du son 3 dimensions, qu'il appelle, je sais pas trop. Là. Puis il disait, il faut écouter ça avec des écouteurs. Puis moi, j'ai des gens qui l'ont écouté avec des écouteurs. Ils m'ont dit, Patrick, c'est vraiment terrifiant. Là. Oui. Et cool, le travail qu'il a fait avec les voix de la schizophrène, parce que c'est une schizophrène. On a quand même... C'est Raphaël Martin, le producteur, qui a eu l'idée de base. Là. Il dit, ça t'allumerait-tu, Patrick? On se connaissait pas. Il m'a contacté pour ça, puis on est devenus chum. Il dit, ça t'allumerait-tu l'idée de faire un balado? Puis moi, j'ai juste l'idée de base, mais c'est tout. Il dit, je suis pas un écrivain, là. Il dit, l'idée de base, c'est qu'on a inventé une machine, qu'on est capable d'être dans la tête des schizophrènes puis d'entendre leur voix. Et il y a une psychiatre qui utilise cette machine-là. Et là, la police fait affaire à elle et à sa machine pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête d'une jeune fille schizophrène qui a sans doute tué ses parents. Fait que c'est ça qu'il voulait... Moi, j'ai trouvé l'idée extrêmement allumante, puis il y avait rien d'autre comme indication. Fait que j'avais quand même un beau terrain de jeu. Et le réalisateur que j'ai rencontré, il a dit, moi, Patrick, ce qui m'intéresse là-dedans, justement, c'est de travailler tous les voix, le son des voix. Je veux que quand on est dans la tête de la schizophrène, on est dans juste au son, là, ça fasse un espèce de... On rentre dans une bulle sonore extrêmement angoissante. Ça aurait pas été la même chose. C'est bien bon, mon scénario, peut-être, là, tant mieux, là, si j'ai fait un bon scénario, mais Michel, la part de Michel est autant importante. Cet apport-là est aussi important que mon scénario, parce que, comme dans un film, le scénario peut bien être bon, mais si la réalisation est poche, ça peut être quétaine un film d'horreur quand c'est mal réalisé. Alors que le balado, c'est la même affaire. Si les voix de schizophrène avaient été poches, si l'ambiance avait été cucu, gna, ça aurait été tellement mauvais. Mais c'est hallucinant ce qu'il a fait, là. Il a fait une job de fou, là, puis c'est le succès de la réussite de ce balado-là lui incombe beaucoup, là. Ça dit ça incombe quand c'est positif? Je pense que oui. Hein? Oui. Ça lui incombe, oui. Fait que c'est ça. Fait que oui, j'ai bien aimé ça, puis parce que c'était nouveau, parce que j'avais jamais écrit ça, fait qu'il y a toujours une partie découverte. J'étais nerveux, évidemment, mais... On est encore nerveux après autant d'années parce que le médium est nouveau? Oui, on est toujours nerveux de toute façon parce que là, le médium était nouveau. Fait que je me sentais un petit cul, mais j'avais mon expérience de gars qui sait comment ça marche un trailer, évidemment, mais parce que le défi de ça, c'était... On voulait pas faire de voix off. On voulait pas que ça ait l'air d'un roman lu. Fait que il y avait que du dialogue. Ça, c'est ce qu'on dit dès le départ, que du dialogue avec des effets sonores. En fait, il fallait donner l'impression aux gens qui écoutent un film uniquement au son, mais que même s'ils ne voient pas les images, ils comprennent tout. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas parce que il faut éviter, on n'a pas toujours le choix, mais il faut éviter des phrases genre mais que faites-vous là? Vous pointez un fusil vers moi? Tu sais, des phrases explicatives trop. Faut aussi que le monde comprend. Les gens doivent comprendre sans indiquer ce qui se passe. Alors, bon, on peut pas éviter tout le temps tout l'explicatif, mais franchement, on l'a évité pas mal. Puis Michel, il était bon là-dedans parce que souvent, j'avais écrit une affaire, là, justement, trop indicatif, puis il disait, Patrick, faut pas dire ça, là, c'est pas naturel, là. Je vois, mais Michel, comment ils vont faire pour comprendre ce qui se passe là? Il te fait moi confiance, il va trouver un moyen. Puis si je suis pas capable de trouver quelque chose, en fait, c'est lui qui s'est le plus bêté avec Radio-Canada, parce que quand ils ont lu le scénario Radio-Canada, au début, il disait, le monde comprendra pas ça, là. Puis moi, je disais, ben, Michel, il m'a dit que le monde va comprendre. Il était avec nous autres, là. Je disais, Michel, il regarde Radio-Canada, il dit, voulez-vous me faire confiance? Il dit, laissez-moi l'essayer. Puis c'est pas clair, on en rajoutera du dialogue. Mais voulez-vous me le laisser essayer au moins? Puis ils ont dit oui, puis finalement, bon, ça a marché. Puis même la deuxième fois, il revenait encore avec ça, hein, mais on a peur que le monde ne comprend pas. Michel dit, hey, le premier, vous vous rappelez comment ça a marché, puis que le monde comprenait? Ça va être la même affaire, là. Fait qu'il est bon, là, Michel, là. Il est vraiment bon. Puis effectivement, il y a plein de choses qui m'a fait enlever dans le côté indication, là. Un gun, justement, il dit, on va comprendre qu'après un gun. Fait, inquiète-toi pas, là, je vais faire le bruit du gun, je clic quand le monde va comprendre que c'est un gun. Zéro problème là-dessus. Fait qu'il était très, très, très bon pour faire comprendre aux gens sans expliquer c'est quoi que les gens comprenaient spontanément. Mais juste écrire en dialogue, c'est quand même une autre expérience. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Puis j'ai appris beaucoup aussi. J'ai appris, t'apprends justement à te demander est-ce que ton dialogue est trop indicatif des fois tout le temps, ce qui peut être tu peux y penser aussi dans tes romans, ça là, je dis. Ben oui. Ça va être un roman, si un dialogue dit trop tout le temps, ça peut être fatigant aussi. Fait que tout ça est pas mauvais là. Tout ça c'est de l'exercice créatif qui peut t'aider dans d'autres médiums de toute façon. Ce qui est intéressant parce que bon, on dit souvent en littérature show don't tell, mais là au balado, au balado, c'est le médium, c'est la voix. Ouais. Donc
on n'a pas le choix de dire, mais en effet, faut pas trop dire. Mais en même temps, il y a des choses qui doivent être dites, puis la manière que c'est dit, si c'est bien dit, ça peut être terrifiant. C'est Louis Bélanger qui m'avait fait comprendre ça un moment donné, parce qu'on lui avait fait lire le scénario des 7 jours du Talion à l'époque, je me rappelle plus quel scénario, puis il a fait des commentaires, Louis Bélanger, le réalisateur. Puis nous on dit, ouais, là, c'est peut-être un peu dit ici, tout ça. Il dit, ouais, mais dis attention, là. Il dit, il y a des phrases dans des films, là, que il n'y avait pas d'autre moyen de le dire, puis de le dire, ça peut être terrifiant. Puis il m'a donné l'exemple de, il sait dans le Sixième Sens, là, le film Le Sixième Sens, là, avec Bruce Willis, là, le petit gars qui voit des morts. Il dit tout le long, le petit gars, justement, on voit qu'il voit des morts, puis il parle pas, il ose pas le dire, puis on nous show, on nous tell pas, là, on nous show. Mais à un moment donné, il est à l'hôpital, puis là, il y a Bruce Willis qui est à côté, puis il dit, explique-moi ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe là? Puis le petit gars, il regarde Bruce Willis, les yeux pleins d'eau, puis il dit, I see dead people. Puis cette phrase-là, parce que tu te rappelles, c'est devenu, si Internet avait existé à l'époque, ça aurait été un meme, là. Il dit, quand il dit ça, là, dans la salle de cinéma, là, on est terrifiés, là. C'est une phrase, là. C'est dit, là. Mais à ce moment-là, psychologiquement, dans la mise en scène, avec l'acting, cette phrase-là, elle est extraordinairement, même si c'est une phrase toute simple, mais on avait besoin de l'entendre à ce moment-là. Puis il y aurait plutôt un autre moyen là, que de nous dire, parce que c'est très frette comme information, je vois des gens morts. Mais dans le film, à ce moment-là, cette phrase-là, punch. Fait que des fois, c'est pas de pas dire les choses, c'est à quel moment tu les dis et de quelle manière, puis quel effet ça va créer. Parce que tu sais, le silence des agneaux, c'est rien du blabla, là. C'est Jodie Foster qui va rencontrer Anthony Hopkins, puis ils se parlent, la moitié du film, ils se parlent tous les deux, mais tabarnouche, la manière que c'est mis en scène, la manière que les deux font leur acting, tout ça, une des scènes les plus terrifiantes de Jaws, c'est quand dans le bateau, les trois qui vont à la chasse aux requins, ils se racontent leurs anciennes cicatrices, puis le capitaine, le chasseur de requins, il raconte quand il était entouré de requins dans l'eau, lui puis des soldats. Il parle pendant 5 ou 6 minutes. C'est juste un plan sur sa face pendant qu'il parle, ce qui est très anti-Spielberg. D'habitude, Spielberg, c'est un gars qui show don't tell, là. Mais l'histoire qu'il raconte là, il n'y a aucune image, là. C'est juste lui qui parle, là. C'est terrifiant. Fait que des fois, le tell peut marcher, mais ça doit pas être le premier moteur de la narration, effectivement. Mais il faut qu'il arrive à des moments que ça marche en tabarnouche, tu sais. Puis c'est vrai que moi, j'écoutais Echo dans le noir à l'époque, parce que j'écoutais le soir. Ouais. Ça a donné que c'est là où j'avais le temps pour... C'était terrifiant, j'ai arrêté de faire ça. Je me suis dit, OK, ça va être en plein jour. Michel, il serait content d'entendre ça. Ben, absolument, parce que justement, entendre ces voix-là donnait un peu une expérience de la schizophrénie en tant que personne qui ne l'a pas. Ben, c'est ça, j'ai l'impression qu'on dirait qu'il a compris quelque chose. Je serais curieux de demander à un schizophrène d'écouter ça puis de voir ce qu'il en pense, tu sais. Mais je pense que quelqu'un l'a fait. D'ailleurs, on avait une conseillère avec d'autres, Marie-Ève Coton, qui est une psychiatre qui est connue, qui fait des médias souvent pour venir parler, puis elle est écrivaine elle-même. Puis elle nous a donné des conseils, elle nous a donné d'aller écouter la série. Puis en tout cas, on avait un guide qui nous disait ouais, ça marche, il n'y a pas de problème. Et elle nous a même dit qu'il paraît qu'il y a des scientifiques qui travaillent très sérieusement sur ce genre de machine-là en ce moment. Et que c'est pas de la science-fiction, que d'ici quelques années, ça pourrait exister. Des machines qui réussissent à recréer les voix. C'est fou, hein? Ouais. Puis ça serait une avancée extraordinaire, effectivement, de pouvoir avoir une machine comme ça, là. Fait que voilà. Oui. Puis... moi, ce que je me rends compte, là, bon, j'ai étudié un peu le balado de fiction, principalement au Québec. Ce que je vois, c'est que le balado de genre, justement, le suspense, l'horreur, le fantastique, le dystopique, c'est ça qui marche. Et, bien sûr, dans une autre section, l'autofictionnel. Pourquoi, selon toi, c'est ces genres-là sur lesquels on s'appuie pour faire ce genre-là de balado? Parce que c'est des genres qui se préoccupent avant tout de l'histoire. Ils veulent raconter une bonne histoire. C'est ça que ça veut, le suspense, le trailer. Je veux dire, rien de pire qu'un écrivain, mettons, qui a jamais fait de suspense, puis là, il en fait un, mais dans le fond, il veut dire autre chose, puis le suspense, c'est un prétexte, puis il fait quasiment de l'anti-suspense. C'est comme le nouveau roman, là, en France, là, en Europe, là, dans les années 50, là, des Rob Criet et compagnie, là, qui faisaient des trailers qui faisaient des enquêtes policières sans policiers puis sans meurtre. Mais là, mais tu fais quoi, là? Je veux dire, bon. Ça veut raconter une bonne histoire. Après ça, on veut pas écrire n'importe comment, on veut pas que ce soit mal écrit, on veut pas que ça soit incohérent, mais le but premier, c'est une bonne histoire. Si t'as pas une bonne histoire dans un trailer ou dans un suspense, dans un polar ou dans de l'horreur, ben le monde, t'as beau écrire comme un dieu, le monde va te dire fuck off, c'est plate, t'sais. Et c'est pas tous les écrivains qui veulent écrire des bonnes histoires. L'autofictionnel, c'est pas l'histoire qui les intéresse, c'est ce qu'ils vivent, les états d'âme, puis c'est correct, c'est ça le but, là, c'est bon. Il y a des romans qui s'intéressent plus
plus à la quête initiatique d'un personnage, à la réflexion sociale autour de lui. C'est pas tous les romans qui veulent au départ raconter une bonne histoire. Le polar, le roman noir, oui. Si t'as pas une bonne histoire, tu vas qu'est-ce que tu fais au juste? T'sais? Fait que je pense que dans les balados, comme souvent, ça peut être écouté des fois par des gens en voiture, ça peut être écouté par des gens, ils veulent être entertainés, ils veulent pas nécessairement s'arrêter sur le bord de la route en auto puis réfléchir pendant 10 minutes à une belle phrase que quelqu'un vient de dire sur la réflexion sur la vie. Je dis pas ça pour rire de ça, là. Je fais juste essayer de comprendre dans quel état sont les gens quand ils écoutent des balados. C'est pas tout le monde là, qui va prendre le temps de s'asseoir dans son salon comme t'as fait puis écrire. J'allaitais mon enfant. Ben, c'est ça. Pour ça que j'étais dans exact. le noir. Il y avait de raison, exact. Oui, vous êtes divertis aussi. C'est ça. Fait qu'en général, on fait d'autres choses en même temps. L'idéal, évidemment, c'est de s'asseoir et rien faire d'autre. Tu sais. Mais alors, je pense que c'est ça. Que si on veut capter les gens, si on veut, et même l'idéal, c'est qu'ils font d'autres choses, mais ils sont tellement captivés comme ils s'assoient puis ils se mettent à écouter. Ben c'est sûr que le trailer permet ça. Tu sais. Puis dans le dialogue, ça devient vif, ça devient, il y a du rythme. Tu sais, le côté rythme, la rythmique, je pense, le trailer permet une rythmique à la radio, à l'audio qui est intéressante. Évidemment, et je pense que les gens qui veulent être plus dans la réflexion intérieure et tout ça, je pense ils vont plus écouter des romans audio. Tu sais, des livres audio. Ça, en général, un livre audio, oui, là, tu peux t'installer le soir dans ton divan puis écouter ça, puis là, tu peux être dans un état d'autoréflexion, tout ça. Peut-être que le balado, par sa forme, en général, le balado veut pas de voix off, veut pas de, justement, mais il est peut-être moins dans il est peut-être moins là-dedans, mais en général, on se rend compte, là, juste quand on regarde les séries télé, quand on regarde ce qui marche le plus, je veux dire, une bonne histoire, c'est dur à battre. Je veux dire, une bonne histoire, tout le monde aime les bonnes histoires, là. Je veux dire, même les écrivains les plus sérieux que je connais, ils aiment ça écouter des séries policières ou des séries polars. Je veux dire, Michel Tremblay, là, qui est notre auteur sans doute le plus respecté au Québec, qui est un gars qui fait de la grande littérature, il adore les films d'horreur, il adore je sais, il en parle très 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 souvent dans ses commentaires Facebook. Il aime ça, il aime la littérature de genre. Puis anyway, quand tu suis son œuvre, c'est pas surprenant parce que dès le début, il a quand même écrit Contes pour buveurs attardés, qui était du fantastique. Même dans sa série, La grosse femme d'à côté est enceinte et tout ce cycle-là, il y a des tricoteuses qui sont des personnages fantastiques. Marcel crée ici à voir des gens qui existent pas là, parce que sa schizophrénie le rend un peu, il y a comme des pouvoirs un peu magiques. Fait que on voit que Tremblay a toujours aimé la littérature de genre, même s'il y en a très peu fait lui-même. Alors, tout le monde aime se faire raconter une bonne histoire. Fait que, encore faut-il qu'elle soit bonne, là. Fait que je pense que c'est ça qui explique ça. Comme c'est les séries télé, ce qui pogne le plus, c'est les séries de genre, ben, je vois pas, les balados échappent pas à ça, parce que dans le fond, le but reste le même, on va vous raconter une bonne histoire. Une bonne histoire, mais il faut quand même jouer entre l'adhésion, l'intérêt de son public ou son lectorat et le côté répulsif un peu, parce que c'est une bonne histoire, mais c'est une histoire qui vient nous chercher, qui vient peut-être même nous horrifier ou nous choquer, parce que c'est ça, c'est des genres comme le roman noir, l'horrifiant. Ben ça, c'est la grande question. Comment ça que les gens aiment tant les choses aussi noires, aussi... Ben moi, je pense que c'est le bon vieux effet de catharsis. On n'y échappera pas. Je veux dire, même les Grecs, les auteurs de l'Antiquité, les tragédies grecques avaient compris ça. Là. Ils faisaient les pièces de théâtre, les tragédies grecques avaient comme but avoué, là, c'était un effet de catharsis. On voulait montrer le pire sur scène pour que les gens, quand ils regardent ça, ils versent tout leur catharsis, leur mauvais instinct. C'est pour ça que toutes les tragédies finissent toujours mal. C'est le personnage qui veut se révolter contre les dieux, et les dieux lui rappellent que non, tu vas rester là, tu cul, puis c'est pas toi qui mène. Alors, de montrer des gens qui veulent se révolter contre leur destin d'être humain et qui se font écraser, ben c'est édifiant. Premièrement, ça a un rôle d'édification, c'est resqueter. Puis en même temps, ben tous tes instincts de meurtre, de ci, de ça, de tromperie, de révolte, ben les spectateurs les déversaient dans la fiction.
je pense que 2000 ans plus tard, c'est encore un peu ça. Comment ça se fait que c'est les filles qui aiment surtout les true crime et ça, c'est prouvé, là. Je dis pas n'importe quoi, là. Il y a des études sérieuses qui montrent ça, là. Et moi, comme écrivain, je le vois, j'ai bien plus de femmes qui me lisent que d'hommes. Il y a plus de femmes qui lisent en général, de toute façon. Mais quand même, moi, ma blonde, elle les a toutes écoutées, les true crime, là. Elle les écoute tous, là. Puis elle est psychologue, puis elle dit que elle-même, comme psychologue, elle dit qu'est-ce que j'ai à capoter là-dessus. Puis la plupart, il y a beaucoup de filles que je connais là, dans le milieu littéraire là, qui les écoutent toutes. Là. Moi, j'en écoute très peu, pourtant, c'est ce que j'écris. Fait que, qu'est-ce qu'ils vont... Et souvent, les true crime, c'est quoi? C'est des meurtriers qui tuent des femmes? Et c'est les femmes qui écoutent ça, c'est très curieux. Ça vous inquiète pas? On dirait que, encore là, il y a un effet de catharsis. Ah, mon Dieu, le pire qui peut arriver, ça arrive à d'autres. Peut-être que ça m'arrivera pas à moi. Ou j'imagine le pire après ça pour avoir la paix avec ça émotivement. Il y a des études, puis il y en a eu, là. Il y a des trucs à faire là-dessus. Comment ça se fait qu'on aime faire des... En fait, on aime être en danger, en sécurité. On aime partager le danger et la peur de d'autres personnages, mais nous, dans la sécurité de notre salon. Comme on aime faire des tours de montagne russe. Pas tout le monde, hein? Moi, j'ai des amis qui sont pas capables de me lire, là. Ah oui? Ben oui. J'ai des amis qui... Je peux pas lire ça, c'est trop noir. Parce que moi, en plus... Parce que il y a quand même beaucoup de séries d'horreur ou de thrillers, de suspense, que ça finit bien, malgré tout. Il y en a, moi, ça finit rarement bien. Moi, je vais au bout de ce que je veux dire, puis souvent, aller au bout de ça finit dans le pire. Je suis un peu la logique de la tragédie, moi. C'est-à-dire, quelqu'un s'enfonce. C'est souvent ça. Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais des fois. Mais il y en a que ça, ils trouvent ça trop déprimant, là. C'est correct. Fait que si je voulais suivre les codes normaux, le vide n'aurait pas fini comme ça, là. Aurait pas fini avec ce massacre général-là. Là. Il y a quand même un constat d'échec à la fin du vide, mais il y a aussi mon personnage principal qui a compris quelque chose puis qui va évoluer là-dedans. Bon. Fait que les gens aiment les choses, sont attirés par... Puis c'est revenu à la mode des dernières années, peut-être aussi parce que ça va mal. Souvent, l'horreur, le trailer, tout ça est un miroir de société, hein, sert à quelque chose. Moi, je pense que plus ça va mal dans le monde, plus qu'on va faire des séries comme ça. J'ai l'impression, encore là, c'est l'effet de catharsis. Le retour des zombies, là, alors qu'ils étaient tombés dans l'oubli à la fin des années 70, années 80, les zombies, ça intéressait plus personne. Le retour des zombies, c'est peut-être un reflet de notre peur de plein de choses, de peur de la mort, justement, peur de la fin du monde, peur de l'apocalypse, parce que c'est souvent suite à l'apocalypse. On ne croit plus non plus, de moins en moins, on croit en Dieu, on croit... Fait que qu'est-ce qui nous arrive quand on est mort? Fait que le zombie est comme la pire affaire qui peut nous arriver une fois qu'on est mort. Mais comme on croit plus en Dieu, ben on se retrouve devant un vide. Et ça peut être épeurant, le vide de l'après-vie. Évidemment, quand tu crois en Dieu, c'est pas grave. Tu sais que tu vas pas finir en zombie, là, tu vas finir au ciel. Mais quand tu le sais pas, c'est que le zombie peut représenter beaucoup de peurs qui sont très, 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 très actuelles, en fait. Puis ça, je pense que c'est toujours comme ça. C'est intéressant. Ça me rappelle une citation de Robert Escarpier dans Sociologie de la littérature qui dit que le livre à succès, je le cite, est le livre qui exprime ce que le groupe attendait, qui révèle le groupe à lui-même. Donc, potentiellement, justement, c'est un peu ce que tu exprimes là, l'idée de la catharsis, mais aussi de qu'est-ce qui se passe dans la société en ce moment, puis comment le groupe réagit à ça, comment le groupe de lecteurs ou d'auditeurs, dans le cas du balado. Puis, j'aurais une dernière question pour clore l'entretien. Justement, toutes ces pulsions-là, ces sujets tabous, cette part d'ombre là, qui existe chez l'électorat et qui en raffole, à quel point elle met en jeu sa propre humanité en tant qu'écrivain, en tant qu'individu même. Est-ce que vous adhérez à votre propre rhétorique? Est-ce que ça vous répulse un peu parfois, même, les sujets que tu abordes? Ou, Je pense que quand tu écris sérieusement, peu importe ce que tu écris, tu parles de toi. Tu révèles quelque chose de toi. Si tu le fais sérieusement, si tu fais de la littérature à la chaîne, puis je sais que la littérature de genre est souvent vue par des gens, par des littéraires comme ça, c'est la littérature à la chaîne. Il y en a que c'est vrai, mais dans mon cas, je suis désolé, moi, chacun de mes romans, j'y travaille aussi fort que n'importe quel romancier sérieux. Je suis convaincu de ça, aussi fort que n'importe quel auteur ou autrice qui fait de l'autofiction. Je travaille très, 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 très fort chacun de mes romans. Fait que moi, quelqu'un qui me dit que je fais de la saucisse, là, je vais être capable de m'ostiner avec lui longtemps. Donc, je pense que dans tous mes romans, il y a une partie de moi. Il y a quelque chose de moi qui est
révélé, des fois consciemment, des fois inconsciemment. Donc, si on part de ce principe-là, c'est clair que mes romans reflètent un certain pessimisme, reflètent un certain cynisme, oui. Je crois pas beaucoup. Je crois pas beaucoup à l'être humain comme. Je crois aux humains individuellement, mais collectivement, j'ai bien de la misère à croire qu'on va s'en sortir. Puis je sais que de tout temps, on a dit toutes les sociétés ont toujours dit que on vit la pire société, on vit le pire moment de l'histoire. Puis je sais qu'il y a moins de guerre qu'avant, qu'il y a moins de Puis je me rappelle qu'on avait dit ça un moment donné à feu Serge Bouchard. On lui avait dit, Monsieur Bouchard, vous êtes un pessimiste, vous croyez que ça va de plus en plus mal. Pourtant, avant, ça allait plus mal si on regarde historiquement. Il dit oui, mais il dit, ça, avec tout ce qu'on a découvert maintenant, les sciences sociales, la psychologie, l'égalité des peuples, notre intelligence là, qui a monté, notre autocritique, la philosophie, tout ça, avec tout ce qu'on sait, avec tous les pouvoirs qu'on a maintenant, ça devrait aller beaucoup mieux. Et c'est ça qui est déprimant. C'est que malgré tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a découvert, ça aille si mal. Et il a raison. Et c'est ça, moi, qui me déprime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi aussi, quand j'écris, il y a un effet de catharsis. L'auteur aussi a un effet de catharsis. Alors, si tu me demandes, est-ce que ça montre que tu n'as pas d'humanité? J'ai pas dit ça. Non, je sais. Non, t'as raison. C'est pas aussi clair, mais dans le sens que, est-ce que ça vient questionner mon humanité? Je te dirais, ça montre que j'ai pas beaucoup foi en l'humanité, mais dans tous mes romans, je montre quand même que le meurtre et la violence, ça sera toujours un échec. C'est toujours des échecs. C'est toujours un constat d'échec de l'humanité que d'utiliser la violence. Mais je montre que c'est ça qu'on fait pareil. Mais ça amène des conséquences. Tu sais, mon roman, Les 7 jours du Talion, ça parle de la vengeance, mais ça montre que la vengeance, c'est un cul-de-sac, là. Alors que la moitié des films américains montrent que la vengeance est une bonne idée, il y a une solution tout à fait satisfaisante. Ça, je trouve ça bien pire, ces films-là, que mes romans à moi. Les films policiers dans lesquels le policier tue le méchant sans tue tous les méchants sans aucune réflexion, même si c'est des films qui veulent montrer que le bien l'emporte sur le mal, je les trouve beaucoup plus tendancieux et beaucoup plus malsain que mes romans, ou que même si des fois les méchants gagnent ou le méchant et le héros sont la bonne personne, je pose toujours des questions morales, pas moralisatrices, morales sur la violence, sur le bien et le mal. Je dis, tu sais, je justifie pas la violence ou quoi que ce soit. Fait que je trouve qu'on peut plus réfléchir à ça dans mes romans que dans bien des films américains où c'est des allures de on est moralisateur, on glorifie la violence et l'utilisation de l'arme à feu et tout ça. Ça, moi, je trouve ça bien pire que mes romans, personnellement. Je crois que ça l'est aussi. Ouais, merci de me le confirmer. Merci beaucoup, Patrick Sénécal, pour la générosité de tes réponses. Merci d'avoir écouté cet entretien, réalisé en collaboration avec la chaire de recherche en histoire culturelle des pratiques non dominantes. Pour découvrir d'autres épisodes des Voix de la création, rendez-vous dans la médiathèque du CRILC ou sur votre plateforme d'écoute préférée.